Bien, comme vous le savez, Periscope aime les entrepreneurs, les entreprises, ceux qui travaillent dans les entreprises et les champions de la croissance. Je suis très heureux d'accueillir Antoine Hénache, qui est le dirigeant du groupe HN, alors champion français de la croissance 2020. J'ai vu le nom de votre entreprise dans les Échos il y a quelques jours. Les Échos qui observent une espèce de baromètre des grandes entreprises qui croissent. Alors votre histoire, parce que c'est d'abord l'histoire d'un homme, enfin, c'est une histoire d'homme en tout cas, comme à chaque fois dans les histoires d'entreprise, ça commence par 2 personnes, et si on regarde les chiffres aujourd'hui, vous êtes 1200. Vous êtes ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire. L'entreprise a été créée en 1983. On est parti à 2, vous allez nous raconter, 1200 collaborateurs, 86 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20% de croissance. La croissance à 2 chiffres, c'est absolument exceptionnel. Vous êtes dans le secteur des services informatiques aux entreprises. On travaille avec les banques, c'est ça, les assurances, la sécurité. Et tout ça, ça commence par l'intuition géniale d'un type. On va dire les choses comme ça. Ils sont 2 au départ. Et puis, c'est une formidable histoire, le développement d'une très belle aventure. Ça commence en 83 avec la création du groupe HN par Michel Hochberg, le président fondateur, qui est encore aux manettes de l'entreprise, et puis son associé de l'époque, Lionel Niquet. Aujourd'hui, 1200 collaborateurs. Alors, il s'est passé... Beaucoup de choses. Grandi, on a subi des crises... Et puis, aujourd'hui, voilà, on est présent dans 5 pays. La question qu'on se pose, c'est de savoir comment on franchit les étapes de cette croissance. Bon, de 2, on passe à 10, puis à 30, j'imagine, à 100, etc. Comment ça se finance, tout ça? Quel est le feeling du chef d'entreprise? Alors, il y a 5 ans, on était moitié moins, on était 600 collaborateurs. Ouais. Donc, on a doublé de taille en 5 ans. 20% l'année dernière, 20% l'année précédente. La force d'une ETI et d'une PME précédemment, c'est de pouvoir s'adapter en permanence au marché, au monde qui l'entoure. Maintenant, il s'agit de digérer cette croissance. Ouais. Quand on a doublé de taille en 5 ans. Ça coûte cher, la croissance? Ça coûte cher. On s'est financé en propre depuis 5 ans. Donc, on n'est absolument pas endetté. On a financé sur nos fonds propres notre croissance. Maintenant, il faut continuer à s'organiser pour pouvoir regarder un petit peu plus loin, regarder devant, vers où aller. Alors, une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. C'est de 250, c'est une nomenclature, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins il faut le savoir, de 250 à 4999 salariés. Et c'est théoriquement un chiffre d'affaires entre 50 millions d'euros, ce sont des millions, et 1,5 milliard d'euros. Ça nous manque d'ailleurs, les ETI. Regardez ce graphique qui a été réalisé par l'Institut Montaigne, qui nous dit, voilà, 12 500 ETI en Allemagne, au Royaume-Uni, 10 000, 8 000 en Italie, seulement 5 800 en France. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, d'abord, vous faites travailler du monde, vous créez des emplois, mais vous avez des sous-traitants aussi. Alors, on fait travailler, effectivement, pas mal de sous-traitants. Ça tombe bien que vous évoquiez ce chiffre, puisque j'avais ça en tête. On a moitié moins de TI en France qu'en Allemagne. Et vous l'expliquez comment dans votre parcours, à vous? Je ne sais pas l'expliquer. En tout cas, je sais qu'on parle beaucoup des startups, de la fintech, c'est très bien. Et on parle aussi beaucoup des grands groupes. On parle un petit peu moins des ETI. Pourtant, je crois que 75% d'entre elles exportent. Donc, s'exportent en Europe et sont des champions européens. Bon, c'est vrai que les ETI sont un peu écrasés. Je crois que l'image est tout à fait bonne. Il y a une espèce de mode autour des startups. On va lever de l'argent facile. Exactement. Pas très longtemps, je recevais ici l'auteur d'un ouvrage sur les startups qui disait ce temps où on levait de l'argent comme ça sur une simple promesse, il est révolu. Il y a ça d'un côté, et puis il y a de l'autre côté le CAC 40. Alors il faut le respecter parce qu'on en a besoin. C'est des entreprises qui réalisent des profits à l'étranger, qui les rapatrient souvent en France. Mais au milieu, il y a cette espèce de colonne vertébrale qui manque, quoi. Finalement. Oui, tout à fait. Et puis, vous l'avez dit, on parle de levée de fonds, on parle de start-up, on oublie de parler de cette force des ETI. Nous, on est aujourd'hui présents dans 5 pays. Ouais. On est présent en Roumanie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis. On va s'installer au Luxembourg. On emploie plus de 200 personnes à l'international, près de 1000 en France. Cette croissance, elle est croissance organique. On n'a pas de racheté de structure, on a gardé notre ADN historique. Cette croissance, elle est rendue possible par la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise à taille humaine peut agir, réagir et investir dans de nouveaux marchés. Elle est plus agile. Vous sentez les coups. Enfin, il y a toujours la truffe du chef d'entreprise et puis de ses collaborateurs. C'est on sent le marché, il y a un besoin,
C'est ça, on sent que c'est pérenne, on y va. On y va. Alors, il faut évidemment, ça ne marche pas toujours. On a beaucoup investi l'année dernière. On a ouvert une agence à Lille, dans le Nord, une agence à Aix-en-Provence. On a ouvert l'Espagne. On a continué à développer le Portugal. Derrière ça, des projets qui marchent moins bien. Mais évidemment, la force d'une entreprise, c'est de pouvoir entreprendre, progresser et innover. Le contexte global en France, il est plutôt favorable. Enfin, vous avez choisi, je crois, dans votre histoire, consulter quelques notes, à un moment d'externaliser une partie de votre activité en Chine. Vous en êtes revenu. C'est-à-dire, vous faites partie des entreprises qui ont relocalisé en Europe. Bon, tout ça, c'est en effet de l'agilité. Exactement. La force d'une structure comme HN, hein, c'est le savoir-faire des grands groupes avec l'agilité, l'adaptabilité d'une start-up. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fonctionne. Vous avez parlé de la Chine. On y est allé de 2010 à 2015. On a également eu une aventure à Madagascar. Bon, c'est vrai qu'une ETI française va s'exporter plus facilement en Europe qu'à l'autre bout du monde. On est quand même présent aux États-Unis, à New York, avec une petite activité. Mais l'Europe est un moyen formidable de se développer pour une entreprise. Mais en même temps, vous êtes porté par un formidable courant. Enfin, vous avez le vent dans le dos parce que le monde se digitalise, les entreprises aussi, les banques. Ça posera d'autres problèmes. Hein. Regardez, certaines banques veulent supprimer des emplois. Pourquoi ? Parce que le service digital est peut-être plus efficace, plus rapide. On peut le consulter H24, 365 jours par an. Tout ça, c'est derrière votre travail. Et c'est beaucoup de sécurité aussi, c'est la question de la sécurité. Bien sûr, alors il y a un enjeu de cybersécurité qui est un sujet effectivement d'actualité, puisque derrière toutes ces entreprises sont des données informatiques. Donc il y a cette notion de sécurité, cette notion de data, de big data. Il y a l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de cette intelligence, cette capacité qu'a l'informatique à apprendre, du machine learning. Donc ça sont des sujets d'avenir. C'est vrai ça ? Oui, bien sûr. L'informatique, la machine apprend toute seule. Bien sûr. Mais si vous utilisez votre iPhone le matin quand vous levez, il va vous dire tout seul, tiens, tant de minutes pour vous rendre chez LCI. Voilà, ça c'est l'apprentissage de vos usages. Et ça, c'est de l'informatique. Donc depuis 50 ans dans la banque, aujourd'hui dans des usages beaucoup plus mobiles, beaucoup plus concrets pour l'utilisateur, mais l'informatique est partout. Est-ce qu'une ETI, elle est suffisamment structurée aujourd'hui ? D'ailleurs, je consultais un de mes confrères spécialistes des ETI qui me dit le problème des ETI, le point faible, c'est parfois qu'elles restent structurées comme des PME alors qu'elles ont vocation à grandir. Donc il faut tout à la fois approfondir le compte client, il faut trouver de nouveaux marchés, mais en même temps, il faut se structurer, s'organiser comme une grande entreprise et voir un tout petit peu plus loin. Exactement, vous avez 100% raison. Depuis 5 ans, je vous ai dit, on a doublé de taille. Donc notre enjeu, ça a été de la croissance, grandir pour pouvoir continuer à accompagner nos clients qui sont des grands comptes de la banque assurance. On travaille avec toutes les grandes banques françaises, beaucoup d'assureurs, des grands retailers, de l'industrie. Donc on avait un vrai enjeu commercial de croissance. Aujourd'hui, on a un enjeu d'organisation et de transformation interne. On a fait 20% l'année dernière. Cette année, on ne se fixe que 10%. C'est déjà pas mal, honorable. Oui. Mais l'enjeu chez nous, c'est de nous organiser, valoriser notre savoir-faire, regarder plus loin et puis aller chercher davantage de rentabilité, digérer nos investissements. Vous diriez que l'entreprise, c'est encore une belle aventure du 21e siècle ? Ah oui, oui. Et en France particulièrement. Moi, je trouve qu'on a un pays formidable. On a en ce moment... on met l'accent sur la French Tech et l'export de ce savoir-faire à travers le monde. Voilà, le marché de l'informatique, je crois que le Syntec prévoit 4% de croissance encore en 2020 pour l'informatique. Donc il y a du boulot pour tout le monde. On recrute beaucoup. Alors justement, on va parler de formation. Pourquoi est-ce que c'est important ? Les ETI, quand on regarde les chiffres 2008-2016, c'est 335 000 emplois créés. Alors c'est des créations nettes. Et c'est un quart des salariés du privé. Les ETI emploient aujourd'hui un quart des salariés du privé. Tout à l'heure, je disais pour commencer l'émission, si vous êtes chez vous, avec vos enfants, si vous avez des enfants, ils n'ont pas encore passé le bac, et même s'ils l'ont passé d'ailleurs, c'est pas très grave. Voilà un secteur qui va fournir des emplois, qui va continuer de fournir des emplois. Il y a une pénurie de ressources informatiques en France. Il faut savoir que depuis 30 ans, on s'appuie sur notre propre institut de formation qui s'appelle HN Institut, qui a formé plus de 7000 jeunes diplômés au métier de l'informatique. En France, on a tendance à former beaucoup de biologistes, de chimistes, de physiciens, de mathématiciens.
ils ne trouvent pas forcément dans leur voie d'origine, on en fait de très bons informaticiens. Si vous êtes bon en maths, allez aussi vers ces métiers. Regardez, on va voir ça ensemble. Les data scientists, les nouveaux maîtres du monde, ils jouent avec les données. Les données, elles sont récupérées, elles sont triées, elles sont ensuite qualifiées. Voilà donc des métiers d'avenir. Les entreprises comme la vôtre recherchent ces profils, travaillent sur les données, sécurité des données. C'est un reportage de Thomas Jarion. C'est un métier de l'ombre, indispensable pour ce site de recherche immobilière. Je m'appelle Hugo et je suis data scientist. Son métier, s'appuyer sur des données pour construire des algorithmes capables de prédire le comportement des clients. Mais à quoi ça sert? Hugo se met à la place d'un internaute qui recherche un appartement à Saint-Denis, au nord de Paris. Il y en a certains qui vont me plaire, il y en a d'autres, au contraire, je vais regarder les photos, elles vont pas me plaire. Toutes ces informations, on les capte et on les analyse. Souvent sortis d'école d'ingénieurs, les data scientists gagnent au minimum 4 000 € net par mois. Ils sont rares, ils sont chers, mais aujourd'hui, ils sont incontournables. Mais pas besoin d'être un génie des maths pour jongler avec des millions de données. Ce jeune apprenti, par exemple, sort d'une fac en sciences sociales. Je m'appelle Lilian et je suis data analyst. Chaque jour, il récupère des données, les analyse, les trie et les met en forme. Il travaille pour un site de formation professionnelle. Grâce à ces données, il arrive à mieux vendre ses enseignements. Si demain on a un client qui vient nous voir pour former des assureurs, on va être capable de lui dire, voilà, les assureurs compétents à qui les formations le plus bénéficient aujourd'hui, ils suivent ces formations-là de cette manière-là. Actuellement en alternance, Lilian touche le SMIC. S'il est embauché, il peut espérer gagner 2 500 € net par mois. Et si les salaires sont intéressants, c'est grâce au boom de la donnée. Les entreprises en produisent des millions chaque jour. Il faut donc les analyser, mais aussi les protéger. Je m'appelle Alexandrine et je suis consultante en cybersécurité. La cybersécurité, un vivier d'emploi. 6 000 postes sont actuellement non pourvus en France. Car des attaques informatiques, il y en a tous les jours. D'ailleurs, Alexandrine a dans les mains un disque dur infecté. Salut Maxime. Hello. J'ai ramené le disque de l'intervention Trafalgar pour que tu puisses l'analyser. Ok. Son métier, trouver comment le pirate a pénétré le système informatique, verrouiller cette entrée et récupérer les données volées. Si on reçoit un appel tout de suite d'un client qui s'est fait attaquer et qu'on a besoin d'intervenir tout de suite, on peut mobiliser des gens sous moins de 2 heures. Un temps réservé aux ingénieurs, le métier de consultant en cybersécurité est désormais accessible avec un DUT, salaire d'entrée environ 2 400 € net mensuels. Antoine Hénache, on a l'habitude de dire que la data, la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. À une nuance près, c'est que le pétrole, il a une fin. La data, elle n'en a pas. Donc c'est un formidable corridor de développement. Et puis, je le disais, avec la formation, un réservoir d'emploi illimité pratiquement. Oui, nous, on forme chaque année en France une centaine de jeunes au métier de développeurs sur de la data, sur des langages de programmation. La data, c'est évidemment un usage énorme puisque jusqu'à présent, on a peu utilisé ces données. Aujourd'hui, on apprend d'elles. Je reviens sur le machine learning. Ouais. Et pour en revenir à cette notion d'emploi, c'est vraiment un secteur sur lequel il faut miser dans les années à venir. Et ce qui vous manque le plus aujourd'hui, c'est des contrats ou des collaborateurs? Des collaborateurs. Mais vous savez, tous les chefs d'entreprise qui viennent ici le disent. C'est la réalité aujourd'hui. Il faut une formation, mais ce que vous nous dites, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, on peut réussir dans ces métiers sans être un crack en mathématiques et que vous proposez la formation. Oui, et pour la petite anecdote, Michel Hochberg, notre président fondateur, il y a 40 ans, il a lui-même payé sa propre formation dans un institut de formation pour pouvoir avoir son premier métier. Aujourd'hui, nous, on recrute, on paye, on dispense la formation gratuitement et évidemment un CDI à la clé. Bon, merci beaucoup Antoine Hénache. Je renvoie au site de votre entreprise, le groupe HN, champion français de la croissance à 2 chiffres. Je dis chapeau et je dis qu'on aime vraiment les entreprises et les entrepreneurs dans cette émission. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne après-midi. Vous êtes avec Arlette Chabot dans quelques minutes et je vous retrouve à 20h pour le périscope de l'actu. À tout à l'heure.